Au Bénin, l'inhumation de mort est désormais soumise à l'obtention préalable d'un permis d'inhumer. Le document est délivré par le secrétaire exécutif de la mairie du lieu de sépulture. Le décret sur la réforme du secteur funéraire en date du 16 juin fixe également les conditions d'entrée dans les cimetières. Selon le décret portant réglementation du secteur funéraire en République du Bénin, le permis d'inhumer est obtenu sur présentation de certaines pièces, à savoir une demande de permis d'inhumer adressée au secrétaire exécutif de la mairie, une pièce d'identité du demandeur, personne qualifiée à pourvoir aux obsèques du défunt, le certificat de décès ou l'acte de décès du défunt, la quittance d'achat de fosse de sépulture dans un cimetière, la copie du titre de propriétaire des lieux lorsque l'inhumation est prévue à domicile ou dans un cimetière familial. Le permis d'inhumer porte la mention du numéro de la sépulture dans le cimetière concerné et l'indication de son lieu de situation ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de décès du défunt, ajoute le décret. Le même décret fixe les heures d'ouverture et de fermeture des cimetières au public tous les jours, y compris les jours fériés de 8h à 18h. Toutefois, ces horaires peuvent être aménagés par le responsable ou gérant du cimetière en cas de nécessité et pour une période limitée, renseigne le document. L'article 46 du décret portant réglementation du secteur funéraire en République du Bénin interdit l'entrée dans les cimetières aux enfants de moins de 12 ans, non accompagnés, personnes en état d'ivresse, animaux, sauf s'il s'agit de chiens, servant de guide, à des personnes handicapées, marchands ambulants et aux personnes non habilitées, porteuses d'âmes de toute nature. En dehors du cadre funéraire et de la fête consacrée aux morts, aucune manifestation n'est admise dans les cimetières sans l'autorisation préalable du secrétaire exécutif de mairie compétent. Le permis d'inhumer à domicile ou dans un lieu privé ne peut être délivré qu'à condition du respect des normes environnementales et sanitaires définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, les inhumations ont lieu dans un délai de 30 jours, au plus tard après le décès, sauf prorogation accordée par le procureur de la République compétent. Passé ce délai, il est procédé à une inhumation en fosse commune, prévient le décret signé par le président Patrice Talon et dit de ses ministres. Je vous félicite de l'excellent état d'esprit que j'ai trouvé chez vous, de votre disponibilité, de votre volonté à assumer les responsabilités qui sont les vôtres dans le cadre du développement de notre organisation. Et je voudrais juste vous exprimer toute ma satisfaction parce que j'ai pu trouver chez vous un esprit extrêmement brillant, attentif, réceptif, volontaire, animé de faire bouger les choses dans le bon sens. J'en suis extrêmement touché et je voudrais encore une fois vous remercier de cet état d'esprit. L'essentiel, je crois, c'est que nous sommes tombés d'accord sur la meilleure façon de procéder pour aller de l'avant. Et encore une fois, je voudrais juste vous réitérer ma reconnaissance et ma satisfaction. Je suis très heureux de le recevoir à Cotonou, après donc sa visite à Porte-Novo, où il a, avec la présidente de la Cour, avec le secrétaire permanent, vérifier, actualiser ces informations par rapport à l'ERSUMA, l'école régionale qui assure pour nous tous la formation continue sur les instruments de l'OHADA et en direction de la magistrature. Nous avons pris le soin de discuter un peu de choses et d'autres par rapport à l'organisation commune.
3 mois après, Bamako change de position. Le gouvernement décide de lever la mesure de suspension qui frappait les partis politiques et les activités à caractère politique des associations, indique un communiqué du Conseil des ministres, dominé par les militaires ayant pris le pouvoir en 2020. Dans ce pays confronté au djihadisme et plongé dans une crise multidimensionnelle, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, avait initialement suspendu ses activités en avril, accusant les partis de discussions stériles et de subversion. Il avait justifié cette suspension par le danger que les activités des partis représentaient pour un dialogue national en cours sur l'avenir politique du Mali. À l'époque, les partis protestaient contre le maintien des colonels au pouvoir au-delà de l'échéance de mars 2024, date à laquelle il s'était engagé à céder la place à des civils après des élections. Les principaux partis et ce qu'il reste de l'opposition avaient décidé de boycotter ce dialogue. Celui-ci s'est tenu malgré tout avec la participation des soutiens du régime. En mai, il a débouché sur des recommandations préconisant le maintien au pouvoir des militaires pour 2 à 5 ans supplémentaires, ainsi que la candidature de l'actuel chef de la junte à une future élection présidentielle. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, a écrit dans un post sur sa page Meta le porte-parole du gouvernement du Bénin. Wilfried Ngoudi a fait ce post en réaction des accusations proférées par le capitaine Ibrahim Traoré. Ce jeudi 11 juillet, le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, dans une adresse à son peuple, a affirmé avec conviction la présence de bases françaises au Bénin. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. En réponse, le secrétaire général adjoint du gouvernement du Bénin relève que c'est au contraire au Burkina Faso que viennent des terroristes pour des incursions sur le territoire béninois. Les attaques terroristes enregistrées par le Bénin à ce jour, dont la grande majorité a été déjouée par nos forces de défense et de sécurité, sont l'œuvre de gens venant de l'autre côté de nos frontières avec le Burkina Faso et le Niger et non hostiles. Il précise que c'est cela qui a amené le gouvernement du Bénin dans sa stratégie pour contrer le phénomène à construire pour compter de 2022 de petits camps militaires appelés bases opérationnelles avancées dans plusieurs de nos communes frontalières. Wilfried Ngoudi indique que le Bénin n'a pas caché cela car le président de la République lui-même en a parlé devant l'Assemblée nationale dès le 8 décembre 2022.
Ouagadougou n'est pas le premier à proférer de telles accusations contre le Bénin. Niamey l'a déjà fait il y a quelques mois. C'est une tendance pernicieuse venant de militaires qui connaissent ces camps et leur vocation trouve le porte-parole. Il estime que ces accusations alimentent non le patriotisme, mais plutôt la rancœur des populations. Elles menacent, révèle-t-il, à terme la coexistence pacifique des peuples. Il soutient que le populisme n'a qu'une seule vertu, c'est de déplacer les problèmes en faisant semblant de les régler. Wilfried Léon-Oubedi fait remarquer que tôt ou tard, les populations se rendront compte qu'elles ont été abusées. Dorénavant, l'homosexualité et les pratiques assimilées sont interdites et sont punies par la loi au Burkina Faso, a fait savoir le ministre de la Justice. Le gouvernement du pays dirigé par une junte militaire a adopté le projet de code de la famille qui consacre l'interdiction de l'homosexualité. Pour que la loi puisse entrer en vigueur, elle devra être votée par le Parlement et promulguée par le président Ibrahim Traoré. Dans un tiers des pays du monde, les relations homosexuelles sont interdites et peuvent être dans certains États passibles de prison, voire de peine de mort. Au cours des 14 derniers mois, les droits des personnes issues de la communauté LGBTQ ont connu une nouvelle répression. En Afrique, où l'homosexualité est criminalisée dans une trentaine de pays, certains États, comme le Ghana et l'Ouganda, ont récemment durci leurs lois. L'Ouganda a signé en mai dernier l'une des lois anti-LGBTQ les plus sévères au monde, tandis que le Ghana a adopté en février une loi qui intensifie la répression des personnes homosexuelles. Après 100 jours à la tête du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye fait toujours face au même défi de tenir ses promesses de campagne. Mais il a commencé à marquer son territoire avec quelques décisions fortes. On peut citer entre autres les réformes de la justice dont les propositions issues des assises sont déjà sur sa table. Il y a également l'audit annoncé de l'administration, mais aussi et surtout la diminution des prix des denrées de première nécessité. Je vous propose d'écouter la réaction d'un analyste. Il s'appelle Samba Ndiaye et il est journaliste. Les premiers actes posés sont importants et dans ce sens, je crois qu'il faut saluer un peu la réforme entreprise dans le domaine de la justice. Et je crois que le rapport a été remis récemment au président de la République. Et dans le domaine aussi du foncier, les actes posés sont à saluer. Mais le rythme de la reddition des comptes est un peu lent, comme l'a reconnu d'ailleurs un fin observateur de la politique sénégalaise en la personne de Modignan. La reddition des comptes, le rythme de la reddition des comptes est lent. Donc, et dans ce sens, je crois que les Sénégalais attendent beaucoup le régime de Diomaye et il faut aller plus vite à mon avis. Et oui, beaucoup de choses restent à faire. Il convient tout de même de noter que certaines décisions commencent à faire grincer des dents. Il s'agit notamment du déguerpissement des marchands ambulants entrepris par les municipalités, mais également le blocage des comptes des entreprises de presse. Une chose reste cependant constante, c'est que les attentes restent toujours aussi élevées. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Il a choisi de frapper fort. 2 semaines après les manifestations anti-gouvernementales, le président du Kenya, William Ruto, a annoncé dans une allocution télé le renvoi de la quasi-totalité des ministres ainsi que du procureur général. Le président Ruto a déclaré qu'il formerait un nouveau gouvernement après des consultations. J'ai décidé aujourd'hui, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés par les articles 1521 et 1525b de la Constitution et par les articles 113 et 12 de la loi sur le bureau du procureur général, de licencier avec effet immédiat tous les secrétaires de cabinet et le procureur général de la République du Kenya, à l'exception du premier secrétaire de cabinet et du secrétaire de cabinet pour les affaires étrangères et les affaires de la diaspora,
Et bien sûr, le bureau du vice-président n'est en aucune façon affecté. Cette décision intervient après 3 semaines de violentes manifestations au Kenya suite à l'adoption d'un projet de loi de finances augmentant les impôts. Selon les ONG, 39 personnes sont mortes depuis la première manifestation qui a eu lieu le 18 juin. La ville sud-africaine du Cap et ses environs sont frappées par des tempêtes dévastatrices depuis une semaine. Des vents violents et des pluies torrentielles ont arraché des toits, causé des inondations généralisées et laissé des millions de personnes sans abri. J'ai vu un vent sauvage alors qu'ici nous avons l'habitude d'avoir du vent et de la pluie, mais c'était quelque chose d'inhabituel. Il y a eu comme un éclair qui a frappé en même temps, c'était tout sauf normal. C'était peut-être une mini-tornade ou autre chose. Selon les autorités, plus de 4500 personnes ont été déplacées et 15 000 structures endommagées. Notons que les quartiers pauvres où les habitations sont précaires ont été particulièrement affectés. Je vis cette situation tous les hivers. Malheureusement, nous allons n'importe où pour chercher de l'aide, mais il n'y en a pas. Donc je reste comme ça. Maintenant, j'ai un bébé d'1 an et 2 mois. Habituellement, je reste avec elle, mais j'ai dû l'envoyer chez sa grand-mère, car elle ne peut pas rester ici. Nous avons pris la décision de commencer par les quartiers informels de catégorie C. Il s'agit d'établissements informels qui se trouvent dans une zone dangereuse. Il y en a plus de 800. Nous devons trouver des terrains pour les reloger. Alors que les fronts froids continuent de frapper sur le Cap, les autorités envisagent des mesures d'urgence pour éviter de nouvelles catastrophes. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a officiellement annoncé jeudi sa candidature pour un second mandat. À 78 ans, il se présente pour les élections du 7 septembre prochain avec le soutien des principaux partis politiques et des organisations de la société civile. Le premier mandat d'Abdelmadjid Tebboune, élu en 2019, s'achève en décembre. Il fera face à des candidats comme Youssef Aouchiche du Parti socialiste FFS, Abdelali Hassani Chérif du Parti islamiste MSP et Louisa Hanoun du Parti des travailleurs. Le RCD, figure majeure de l'opposition, a lui décidé de boycotter les élections, évoquant l'absence d'intérêt de la population et un processus électoral biaisé. Sous le leadership de Tebboune, l'Algérie, fournisseur majeur de gaz pour l'Europe, se positionne comme un acteur clé sur la scène internationale. Alger prévoit d'augmenter sa production de gaz à 200 milliards de mètres cubes par an dans 5 mois. Le scrutin présidentiel sera déterminant pour l'avenir du pays. Avec un taux de 27,5%, l'inflation en Égypte continue de ralentir. L'inflation a diminué pour le 4e mois consécutif en juin, passant de 28,1% en mai à 27,5%. Cette baisse prolonge la tendance amorcée depuis un record de 38% en septembre 2023. Les autorités égyptiennes ont adopté des mesures comme le ciblage de l'inflation et un taux de change flexible pour maîtriser les prix. Les analystes mettent en garde contre des risques potentiels, des hausses des prix administrés comme le carburant, les médicaments, les engrais et le gaz naturel pourraient inverser la tendance. Depuis mars, l'Égypte met en œuvre des mesures d'austérité dans le cadre d'un programme de soutien financier de 8 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Le FMI a reporté sa 3e revue du programme au 29 juillet pour permettre au pays de poursuivre son objectif. Le conseil d'administration devrait débloquer pour l'Égypte un paiement de 820 millions de dollars. L'hôpital Al-Ali avait été vidé de ses occupants. Jeudi, ce centre était de nouveau fréquentable. Patients et personnels médicaux se rencontraient pour la première fois depuis l'ordre d'évacuer cette zone de la bande de Gaza.
Selon l'église épiscopale du Moyen-Orient, Al-Ali avait été contraint de fermer en raison de la menace israélienne. Cela fait 4 jours que l'hôpital a cessé de fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes retournés pour ouvrir temporairement les services d'accueil et d'urgence. Malgré le danger et les tirs, nous sommes présents pour les soins primaires dans le nord de Gaza, mais le danger existe toujours et la zone est toujours sous les tirs et les bombardements. Mais les blessés continuent d'arriver. Pour faire face à la fermeture, les patients avaient été transportés vers l'hôpital indonésien de la ville de Beit Laïa, le seul opérationnel dans le nord de la bande de Gaza. Cependant, ce centre hospitalier est confronté à une grave pénurie de carburant et de matériel médical. Les bombardements de l'armée israélienne ont forcé des milliers de personnes à fuir. En marge du forum parlementaire des BRICS à Saint-Pétersbourg jeudi, le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Une rencontre bilatérale axée sur le développement des relations commerciales et financières. Je tiens à exprimer tout mon espoir et je ne doute pas que les relations entre l'Iran et la Fédération de Russie se développeront de manière aussi régulière que sous la présidence de M. Raïssi, dont nous regrettons et pleurons tous la mort. C'est l'année dernière que l'Iran est devenu officiellement membre des BRICS et pour sa première participation au forum de l'organisation, Téhéran a signé le mémorandum d'accord sur le protocole de l'Assemblée parlementaire et salué cette nouvelle coopération. Notre coopération et notre coordination amélioreront le destin de la région et son économie et, comme vous l'avez noté aujourd'hui, mettront définitivement fin à l'unilatéralisme de l'Occident. Le groupe des BRICS a accueilli 5 nouveaux membres dont l'Égypte et l'Iran en janvier. « 10,3 milliards, c'est la taille qu'atteindra la population mondiale en 2080. Selon un nouveau rapport des Nations Unies, le nombre d'habitants sur Terre devrait atteindre un pic en 2080, passant de 8,2 milliards en 2024 à environ 10,3 milliards de personnes. Une baisse des prévisions due à des niveaux de fécondité plus bas, notamment en Chine. La taille de la population mondiale en 2100 devrait maintenant être inférieure de 6%, soit 700 millions de moins, à ce qui était prévu il y a 10 ans. Cela représente un changement majeur par rapport à il y a 10 ans, en ce qui concerne les importantes implications politiques en matière d'environnement. La population va doubler dans certains pays africains comme le Niger et la République démocratique du Congo. L'impact d'une population plus nombreuse, cette population continue de croître, donc l'impact des humains sur l'environnement continue d'augmenter simplement en fonction de notre nombre. Mais en même temps, une chose que nous essayons de souligner dans ce rapport est que les comportements humains comptent plus que le nombre d'humains en ce qui concerne l'impact sur l'environnement. Dans des pays comme la Chine et l'Allemagne, la population va baisser de 14% dans les 30 prochaines années.